Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. L'Union nationale des travailleurs du Mali prévoit une nouvelle grève après celle de la semaine dernière. Les administrateurs civils sont en grève illimitée. Les enseignants du supérieur prévoient d'aller en grève illimitée également. Les surveillants des prisonniers prévoient également d'aller en grève, pour ne citer que ceci. Alors, quelle solution à la grogne sociale à laquelle le Mali fait face? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Et nos invités sont Mamadou Guissé, juriste, professeur à l'université de Bamako, Bassirou Ben Doumbia, président de Considère Mali, et Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste chercheur au CRAPES, qui sera au téléphone tout à l'heure. Madame Bangineza Maïniare, membre de la société civile, devrait nous rejoindre. Je suis Mohamedou Touré. Bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Quelle analyse faites-vous, Dr Mamadou Guissé, de la multiplication de ces grèves à travers le pays? Bonsoir à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Merci à Studio Tamani qui ne ménage pas ses efforts pour véritablement tenir le monde informé, mais surtout susciter un grand intérêt par rapport au dialogue et au débat concernant la vie de la nation. Il va sans dire que la grogne sociale, ces différents mouvements qui aujourd'hui sont en train d'émerger, ne sont que le fruit d'une grande exaspération, une grande frustration qui est née il y a très longtemps. La première des choses, c'est qu'il faut démontrer que les Maliens dans leur ensemble sont tellement mal payés, tellement mal rémunérés, qu'effectivement, le problème s'est posé. De l'indépendance à nos jours, aucun salaire malien sur la fonction publique, je veux dire certainement, n'est comparable au salaire de la sous-région. Le Niger est mieux payé que nous. Le Burkina, n'en parlons pas. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, partout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux arrivent tant faire que se peut mettre leurs salariés dans certaines conditions minimales que le Mali n'arrive pas à réussir? Si nous prenons la question des ressources humaines, eh bien, il n'y a pas de meilleure qualité ailleurs qu'au Mali. Nous avons suivi les mêmes formations, nous avons vécu dans les mêmes universités, nous avons suivi les mêmes formations. Pourquoi là-bas ça va mieux qu'ici? La première des choses, c'est que dans un premier temps, certes, nous avons considéré que le Malien ne devait pas être dans les meilleures conditions pour la simple et unique raison que si nous sommes dans les bonnes conditions, ce serait une forme de revendication qui ne va jamais finir. Le deuxième élément, c'est que à chaque étape, lorsque nous devons prendre un essor, un certain nombre de circonstances viennent remettre à plat tous les efforts que nous avons fournis et cela nous ramène quelques années en arrière. Vous voyez, en 1968, il y a eu un coup d'État. Après, c'est la déchéance du général Moussa Traoré, paix à son âme. Ensuite, c'est des petits coups d'État qui ne disent pas leur nom et qui apportent leur lot, effectivement, de retard et de mauvaise gestion dans la mauvaise gouvernance. Ceci étant dit, vous allez comprendre que pendant toutes ces années, les Maliens ont vécu des situations dans lesquelles, effectivement, les salariés ne sont jamais de façon équivoque traités, et de façon uniforme, je veux dire, traités, que les salariés dans la fonction publique, entre eux-mêmes, les catégories ne se retrouvent pas entre elles, et surtout, vous allez voir que dans certains cas, le gouvernement lui-même, ou les gouvernements successifs ont contribué à créer des tensions et des foyers de tensions dans plusieurs domaines. Je ne vais pas me focaliser sur une catégorie professionnelle ou socio-professionnelle, mais je vais dire que moi, je suis enseignant. Lorsque je vois que les cadres que j'ai eu à former, quelques années plus tard, se retrouvent dans des fonctions de haute sphère et se trouvent mieux payés que moi, eh bien, ça ne peut être qu'une frustration. Même si, quelque part, j'ai tout fait pour être dans les meilleures conditions. Le bac,
la maîtrise, le master, le doctorat et 23 ans de service, je me retrouve à un niveau où, dans certaines catégories, 2 ans ou 3 ans de formation suffisent pour qu'ils soient mieux payés que moi. Et on va y revenir avec plus de détails. Crise sécuritaire, crise sanitaire, coup d'État, une transition qui est en cours. Malgré cela, multiplication des grèves. Qu'est-ce qui ne va pas au Mali? C'est la question qui se pose finalement à Bassirou Bendoumbia. Alors, M. Touré, merci. Merci à vous pour nous avoir donné l'opportunité de nous prononcer sur ce sujet d'actualité. Merci au studio Tamani. Merci à tous nos téléspectateurs. Alors, je vais aborder la situation, la question dans le même sens que mon prédécesseur, qui, en même temps, je vous informe, fut mon professeur à la fac de droit, il y a 15 ans, 17 ans de cela. J'espère que vous n'êtes pas mieux payé que lui maintenant, parce que ça risque de créer une frustration. J'ai voulu dans d'autres secteurs. Voilà, mais c'est un honneur pour moi de me retrouver devant lui ce soir. Voilà. Alors, donc, moi, en fait, ce que je voudrais juste ajouter par rapport à ce que venait de dire le professeur, c'est que nous sommes dans la continuité du tâtonnement managérial de l'État. Okay? Il a fait l'historique en allant jusqu'en 1960 à nos jours. Alors, moi, je dirais simplement que le Mali, nous sommes dans un État, nous avons en face une crise de l'État, mais également un État en crise. Parce que les deux termes ont des nuances, en ce sens que lorsque vous regardez un peu la manière dont les choses sont conduites, la chose publique est conduite, l'administration de l'État notamment, vous allez constater que, comme le professeur l'a dit, on se trouve dans une phase où on a l'impression qu'il y a tout sauf du sérieux, parfois. Ou même quand il y a du sérieux, parfois, elles ne sont pas suivies de manière rigoureuse. De sorte que, dans le cheminement de la mise en œuvre des politiques publiques ou des mesures qu'on apporte aux problèmes sociaux, on crée des frustrations parce que le problème il est mal apprécié, il est mal appréhendé et les solutions sur lesquelles on débouche parfois sont des solutions court-termistes. Elles ne peuvent pas se maintenir dans le long terme, elles ne peuvent pas satisfaire la grande majorité des populations qui aspirent à un mieux vivre, qui aspirent à un changement de leurs conditions de travail, qui aspirent à une révalorisation de leurs revenus, voilà, fruit de leurs efforts. Et cela va aussi nous amener à parler de la crise institutionnelle, mais également structurelle de l'État, parce qu'on se souvient que le général Amadou Toumani Touré, paix à son âme, a été destitué pour des mêmes raisons presque. Il y a eu une grogne sociale, il y a eu la question de l'insécurité. Et le 18 novembre, nous assistons encore à une destitution du président de la République, Ibeka, pour des mêmes questions. Alors, de 18 novembre à aujourd'hui, jusque-là, quand même, les gens sont presque sur leur faim. Il n'y a rien de concret qui puisse donner de la lueur d'espoir, ce qui va nous pousser à dire également que le problème du Mali n'est pas forcément un problème d'hommes, mais on a juste un problème d'institution, on a juste un problème structurel, mais qui reste toujours dans le leadership des hommes qui ont la responsabilité et le devoir de conduire l'action publique. Alors, Maï Niaré, vous êtes membre de la société civile. Par rapport à ces multiplications des grèves, tout de suite, Monsieur Mamadou Guissé justifier cela au fait qu'aujourd'hui, il y a des politiques qui ne sont pas bien mises en place. Quel est votre avis sur la question? Merci beaucoup, M. Touré, de me donner la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vos téléspectateurs. Oui, c'est vrai, c'est les politiques qui n'ont pas été mises en place, mais qui sont les politiques? Nous sommes tous un peu coupables. J'ai animé un débat il y a à peu près un mois, où je disais que tous les voyants au niveau du Mali sont rouges. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Monsieur était en train de le dire tout à l'heure. Ça a commencé depuis des décennies, depuis plusieurs décennies. Et qu'est-ce qui nous a amené dans ça? C'est depuis le Malien, je ne sais pas s'il faut dire le Malien ou le Mali, nous sommes forts dans la mise en place des lois et des théories, dans la signature des conventions. Et tout ce qui est comme structure créée sur papier, dans la théorie des lois votées, des conventions signées, tout existe sur le Mali. Chez le Mali et chez les Maliens, dans nos textes, dans nos institutions, tout est en place. Sauf qu'on a un grand fossé entre la pratique et la théorie. Nous avons des textes où nous faisons des conventions avec des institutions ou des syndicats. Nous sommes incapables de les respecter. Nous votons des lois, nous sommes incapables de les mettre en place, de suivre leur mise en place. Et même quand les lois sont en place, nous avons d'autres types de problèmes. C'est que les gens sont réfractaires à tout ce qui est contrainte. Ils sont respectueux des lois quand ça concerne les autres. Dès que ça se retourne contre leurs propres intérêts, ils ne sont pas dedans. Ça ne peut pas marcher.
Nous devons être respectueux des lois, que ce soit pour ou contre nos intérêts. Mais au Mali, nous sommes tous d'accord pour qu'on puisse combattre la corruption, sauf si nous sommes nous-mêmes corrupteurs. Si nous sommes nous-mêmes corrupteurs ou corrompus, ça passe. Mais quand c'est monsieur X ou Y, ça ne passe pas. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous sommes tous d'accord. Je suppose que nous sommes dans une situation très difficile au niveau du Mali aujourd'hui. Et aller de grève en grève, ça va nous amener où? Sinon, la grève en tant que telle, c'est un droit. C'est très important. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans? Dès que les gens se plaignent quelque part, on se lève, on négocie. On négocie, nous sommes capables de signer des papiers avec eux et incapables de suivre l'application. Nous calmons le jeu en attendant juste, histoire de dire que bon, moi je finis mon mandat, je m'en lave les mains, je jette la patate chaude à l'autre. Est-ce qu'on peut construire un pays comme ça? Où est parti notre sens de la responsabilité? L'État, c'est une continuité. C'est pas parce que moi je finis mon mandat que ça veut dire que celui qui vient après moi n'est pas malien comme moi. Je dois assurer des institutions fortes de telle sorte que même après mon départ, que celui qui vient après moi, qui puisse gérer le pays. Depuis des décennies, nous sommes dans ça et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et aujourd'hui, ce qui est difficile et qui est super difficile, c'est que si nous rentrons dans notre spirale de grève, à ne plus en finir, nous allons perdre notre pays. C'est ça la triste réalité. Guissé et Doumbia soulignent une responsabilité de l'État et vous évoquez une responsabilité partagée. Docteur Etienne Fakaba Sissoko, quel est votre point de vue? Quel regard portez-vous sur cette grogne sociale que vit le Mali? Merci beaucoup, M. Touré. Il y a grève tout simplement parce que l'État, effectivement, ne joue pas son rôle de régulateur social, parce que quelqu'un l'a rappelé, il y a une disparité entre le niveau salarial des employés ayant les mêmes diplômes, ayant les mêmes formations, mais qui évoluent dans des corps différents. Et pour cette simple raison, certains syndicats sont plus forts que d'autres, ils ont pu effectivement se donner une certaine légitimité à avoir plus que les autres. Quand vous prenez par exemple, sans stigmatiser les secteurs, quand vous prenez la magistrature ou quand vous prenez même le corps de l'enseignement supérieur où je suis issu, et que vous le comparez aux enseignants par exemple du primaire ou aux gens qui évoluent dans le domaine de la santé, vous voyez que la disparité, elle est énorme. C'est pourquoi on l'a toujours dit, tant qu'il y aura cette disparité entre les couches sociales, entre les couches de travailleurs, les grèves vont continuer. Et quelle que soit la situation politique qu'il y a dans le pays, quelles que soient les difficultés que le pays vit, les syndicats, excusez-moi du terme, s'en foutent éperdument. Et le droit à la grève est reconnu en Afrique du Mali comme n'importe où ailleurs, et ce n'est pas tributaire d'une situation sociale tendue, d'une situation sécuritaire ou d'une situation politique. Que cela soit clair pour les gouvernants. Lorsqu'on négocie avec des centrales syndicales, lorsqu'on prend des engagements vis-à-vis des centrales syndicales qui pourtant ont montré tout ce qu'il y avait à montrer comme bonne foi dans la conduite des négociations et que vous n'êtes pas capable de respecter ces engagements-là, attendez-vous à ce que les grèves soient monnaie courante. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est cette situation dans laquelle nous sommes. Ce n'est bien entendu pas la faute à la transition, mais c'est la faute à l'État en tant qu'organe de régulation. Et l'État étant une continuité, quel que soit l'homme ou la femme qui a la responsabilité de l'État, les grèves n'attendent pas. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens s'agissent et disent que nous sommes dans une situation difficile, nous sommes en situation compliquée, il faut sursoir aux grèves. Non, on ne peut pas sursoir aux grèves parce que autant l'État vit sa survie, si je peux m'exprimer ainsi, autant les travailleurs aussi jouent leur survie. Pourtant, Madame Niaré disait tout de suite que si on ne stoppe pas ces grèves-là, on risque de perdre le Mali. On ne perd pas le Mali, on perd les autorités actuelles, comme on a perdu le régime défunt de Ibeka. Donc le Mali restera. Que les autorités arrêtent avec cette prétention de dire que le Mali va disparaître ou que le Mali va s'écrouler, etc., etc. Non, le Mali va demeurer. Ce sont les autorités qui partiront parce qu'ils ont été incapables de faire face aux enjeux de l'heure. C'est cela la triste réalité. Donc aujourd'hui, nous avons des instruments qui nous permettent de sortir de tout cela.
Vous vous rappelez, il y a quelques mois, tout simplement, on a appelé au dialogue national inclusif, où il avait été question dans les recommandations de procéder à un forum social sur le secteur du travail, pour qu'on sorte de ces grèves intempestives, pour qu'on mette dans la même cagnotte l'ensemble des revendications des travailleurs du Mali, et que de commun accord, on décide des réformes à mener, on décide des majorations à faire sur les salaires, qu'on décide des normes réglementaires et législatives à prendre, et que finalement on aboutisse à un moratoire sur les grèves pour 3 ans, pour 5 ans, en fonction de l'accord qui va être trouvé, pour donner le temps à la mise en œuvre de toutes les réformes qui allaient être programmées. Et c'est à cette seule condition que nous pouvons effectivement échapper à ces grèves intempestives. Parce qu'il faut le dire, le travailleur malien vit mal. Le travailleur malien est mal payé. Et devant cette situation, vous avez des autorités, vous avez un État qui vit dans l'opulence. Vous avez un État qui vit dans toutes sortes dans une bourgeoisie arrogante. Comment voulez-vous que le travailleur, pour ces miettes qui le réclament de droit, décide de surseoir à tout cela? Je dis, ce n'est pas envisageable. Que les autorités s'assument et que finalement qu'on aille vers des réformes courageuses, vers des réformes sérieuses qui permettront aux travailleurs enfin d'être fiers de leur travail et de bien travailler, surtout. Alors, M. Bassirou Bendoumbia, êtes-vous d'accord avec Dr Etienne Fakaba Sissoko? Pensez-vous que c'est le moment, en période de transition, d'aller à ces grèves? Alors, il a donné son avis. Il y a des points sur lesquels j'adhère entièrement. Il y a des points sur lesquels je suis un peu sceptique, dans la mesure où, c'est vrai, ce qu'il dit, moi je suis juriste, je suis sortant de l'école de droit, bien vrai que j'ai eu à faire d'autres spécialités. Du point de vue juridique, je ne vois pas de contrainte à imposer aux syndicalistes pour avoir exercé leur droit de grève en période de transition. Ça n'existe pas. La loi qui régit aujourd'hui le droit de grève dans la fonction publique, c'est la loi de 1987 qui jusque-là n'a pas encore été révisée. C'est d'abord, d'ailleurs, là, l'une des failles de notre corpus juridique en matière de revendications syndicales ou de conflits collectifs de travail. Mais également, moi, je parlerais plutôt de bon sens. Ce qu'on appelle dans notre jargon en politique publique, what to do, what to not do, at which time. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire et à quel moment il faut le faire. Voilà, parce que si on regarde un peu le contexte, je crois bien que la plupart des points de revendication qui sont inscrits aujourd'hui dans le cadre de ce débat-là sont des points qui ne relèvent pas de maintenant. Je vous donne le seul exemple du point numéro 1 qui consiste à l'applicabilité ou l'application de l'augmentation de 20% à la fonction publique, au secteur privé. Moi, personnellement, en 2016, j'ai participé à un dialogue organisé par la Direction nationale du travail avec les syndicats du secteur des mines. À l'époque, j'évoluais dans le secteur des mines sur la question. Le secteur des mines aujourd'hui au Mali, c'est le secteur le plus juteux. Mais imaginez, je vous dis, j'ai quitté cette fonction il y a 1 an. Quand je quittais, l'employeur n'avait pas encore satisfait cette doléance. Alors, qu'en est-il des autres secteurs tertiaires ou des secteurs qui ne génèrent pas assez de revenus ou qui n'ont pas une puissance financière pouvant leur permettre de supporter cette masse salariale-là? Parce qu'il faut le dire, 20% d'augmentation de salaire, ça a des incidents important sur la masse salariale de l'entreprise. Et nous sommes dans un contexte sanitaire où les entreprises sont déjà fragilisées, j'ai eu à le dire sur d'autres espaces. Et également, nous sommes dans une situation de crise. C'est vrai, la crise ne peut pas justifier le report ou l'annulation des grèves du moment où c'est le bon sens qui détermine cela. Et je ne dirais pas que les syndicalistes ne sont pas de bonne foi. Je ne dirais pas cela. Parce que quand on a demandé au secrétaire général de l'UNTM, M. Katile, il a même dit officiellement que c'est l'Assemblée générale qui a décidé d'aller en grève, sinon la question avait été posée. Donc, ce qui voudrait dire que leur bon sens a admis l'opportunité d'aller en grève. Mais nous ne parlons pas en tant que syndicalistes ou en tant que défenseurs de l'État. Nous parlons simplement en tant que citoyens. Les problèmes qui sont posés, la question de l'augmentation de l'application des accords de 20% sur le secteur privé, si je peux vous faire l'historique, c'est depuis 2014. Et bien avant 2014, déjà en 1994,
l'État avait pris des engagements avec la CN et le patronat malien pour voir l'éventualité d'appliquer les augmentations issues de la fonction publique ou faites au travail de la fonction publique à l'étendre sur le travail du secteur privé. Donc, quand on fait l'historique, vous allez constater que c'est des problèmes sociaux qui ne remontent pas d'aujourd'hui. Donc, c'est là que je rejoins Madame quand elle parle de sens de responsabilité partagée. Mais dire que forcément, il faut déclencher les mouvements de grève à tout bout de champ, il faut aussi tenir compte du contexte social, du contexte politique. Il a ajouté un point très important qui, pour moi, est un facteur motivationnel pour les grévistes. Quand on regarde un peu l'opulence à laquelle l'État ou les autorités de l'État se livrent, mais il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'accusation à porter contre les grévistes. Parce qu'ils sont maliens, au même titre que les représentants de l'État. Et l'autre point que je voudrais ajouter pour terminer, c'est que lorsque nous sommes sur le terrain du dialogue social, contrairement à... C'est un constat qui est récurrent lors de la conduite du dialogue social au sein de nos institutions, c'est que les agents de l'État, ou du moins le représentant de l'État, a tendance à montrer la supériorité. Alors que la même manière qu'il joue d'une légitimité... C'est pas un dialogue entre les partis, c'est un dialogue entre chefs et subordonnés. Non, en matière de dialogue social, il y a une égalité de droits parce que nous sommes dans la démocratie sociale. Les travailleurs représentés par leurs syndicats, les syndicats qui représentent les travailleurs, sont issus, fondent leur légitimité, du moins, sur ce qu'on pourrait appeler le vote professionnel. Donc, ils ont la légitimité de défendre les intérêts moraux et économiques de leurs membres. L'État agit au même titre, dans le même sens. Mais du point de vue de la négociation, les partis sont égalitaires. Mais là où il y a le bémol, c'est que l'État a parfois donné le sentiment de la supériorité ou parfois a tapé sur la table, et ce qui ne peut que être des facteurs psychologiques pouvant encourager les partants en grève. Parce qu'au fin de compte, les revendications sont légitimes, les conditions d'exercice sont bien respectées, alors il n'y a pas de sanction en retour. Le moment n'est-il pas mal choisi? Alors, c'est là où je voulais rebondir. Je ne veux pas être très polémiste ou polémique. J'adhère véritablement à l'idée de Madame que des grèves intempestives sont-elles ou non de nature à effriter l'autorité de l'État et à remettre tout en cause. J'adhère également à la politique du professeur qui disait effectivement que nous avons le droit et nous devons l'exercer contre vents et marées, mais j'ai une petite retenue par rapport à tout cela en disant que dans ce même droit, si je prends le droit pénal, eh bien, quel que soit le crime que vous avez commis, dans certaines conditions, vous pouvez bénéficier de circonstances atténuantes. Et si cela est vrai, est-ce que la période transitoire ne constitue pas en elle-même une circonstance atténuante? Premier élément. Deuxième élément, le fait même que le processus de la mise en place de l'ensemble des institutions ne soit pas encore terminé ne constitue pas un fait de circonstance atténuante. Et en fin de compte, est-ce que, véritablement, selon ce que vous avez dit, what to do, when and how? Je crois que tous ceci sont des éléments qui doivent permettre effectivement d'aller vers un caractère raisonnable de l'exercice du droit de la grève. Moi, je ne suis défenseur de personne. Au contraire, je suis dans le camp des frustrés et j'avoue que si vous prenez le secteur privé, dans le secteur des mines, souvent, le salaire d'un simple vaguemestre dépasse celui d'un professeur d'enseignement supérieur. Et je vous assure que c'est plus que révoltant, c'est plus que frustrant. Mais que faire? Il faut donc aller vers ce dialogue social. Et dans ce dialogue social, c'est le caractère humble et raisonnable de tous les acteurs qui doit prévaloir et qui fera en sorte que nous allons tous sortir grandis, n'est-ce pas, de ce dialogue-là et permettre enfin d'aller vers une révalorisation, une reconsidération même de la personne du travailleur au Mali et faire en sorte que le secteur public enfin puisse vivre, n'est-ce pas, du fruit de ses études. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que faire des études n'est nullement synonyme d'une réussite. Vous parlez de dialogue social, mais la conférence sociale proposée par les autorités de la transition ne peut-elle pas être cette occasion? Mais puisqu'elle tarde à venir, il faut manifester effectivement cette velléité d'aller vers ce dialogue social en obligeant l'autre à venir vers ce dialogue social. Parce que si on ne fait rien, on reste, eh bien, ils peuvent se dire, puisque tout va bien, on croise les bras et on attend. Donc pour moi, oui, il faut remuer, ou mettre un peu le couteau dans la plaie, et remuer un peu pour faire peut-être mal, pour inciter les gens à venir vers ce dialogue social, mais tout en restant raisonnable et humble.
Voilà moi ce que j'ai à dire. Madame Niaré, les autorités de la transition ne se sont-elles pas piégées en acceptant de résoudre le problème en ce qui concernait les revendications des enseignants signataires du 15 octobre? Après avoir satisfait ces revendications, est-ce que les autres syndicats vont accepter de surseoir à leur grève? Oui, on peut dire comme ça, ils se sont un peu piégés, mais monsieur, excusez-moi, monsieur Guissé sera étonné. Nous sommes tous, et tous les Maliens sont dans leur camp. Nous sommes tous des frustrés. C'est ça la réalité. Il n'y a pas un camp des enseignants et un camp des médecins et un camp des autres Maliens. Non. Nous sommes tous frustrés. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis pour dire non. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, dans une phase transitoire. C'est parce que nous sommes frustrés. Nous étions arrivés à tel point qu'on ne pouvait plus supporter d'être à la place où nous étions. Mais quelle que soit notre colère, sachons raison garder. Parce que nous avons la possibilité de nous plaindre, de nous battre, de dire non, de taper du poing sur la table, c'est parce que nous avons un pays. Et quel que soit ce que les uns et les autres disent, regardez la sécurité, comment ça se passe. Les attaques, les tueries. Et tout ce qui se passe en négociation, je ne vous raconte pas l'histoire des interactions au niveau international, et vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Avons-nous vraiment le temps aujourd'hui de statuer sur ces grèves et de sauver notre pays? Nous n'avons pas le temps. Difficile. C'est très très difficile. Nous sommes frustrés, mais entre deux mots, Il faut choisir le moins. on n'a pas le choix. Absolument. On n'a pas le choix. Et donc aujourd'hui, je suis parfaitement d'accord que nous devons dire non, mais non de façon pondérée. La période de transition que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est une opportunité en soi. Une opportunité de relire les textes, de revoir les conventions, de revoir tout ce qui avait été mis en place, de mettre tout à plat et de repartir sur des bonnes bases pour le Mali. Nous allons résoudre le problème des enseignants. Les médecins vont se soulever. Nous allons résoudre le problème des enseignants. D'autres corporations vont se soulever parce que, comme je dis, nous n'avons que des voyants rouges au niveau du Mali. Nous sommes tous sur le charbon ardent. Donc, quand ça arrive à ce niveau, nous sommes tous obligés de croiser les bras et de sauver d'abord le pays. Après, nous allons repartir dans la guerre. Parce que la bagarre ne va pas se terminer maintenant. Ce qui fait que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Ils ont le droit de gréver. Nous avons tous, ensemble, le droit de dire niet s'il existe un Mali. À partir du moment où c'est soit notre droit ou le droit de garder notre pays, nous avons un choix à faire entre ces deux-là. Nous sommes obligés de choisir le Mali. C'est ça qui fait de nous les citoyens libres que nous sommes. Si nous pouvons gréver, c'est parce qu'il y a une loi. Si nous pouvons gréver, c'est parce qu'il y a une constitution. Nous avons un pays, nous avons un territoire géographique qui nous dit que nous sommes les Maliens. Nous avons tel droit, tel devoir, tel droit, tel devoir. Mais si nous perdons notre territoire. Donc, je ne suis pas contre. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Nous sommes avec vous. Mais la façon de mener la lutte va nous permettre de la faire aboutir ou pas. Que vous vous insurgez aujourd'hui contre l'État ou la transition, comme il dit que les gens de la transition vont partir. Les gens de la transition vont partir où? Ils sont là pour nous protéger. Ils voient comment nous sommes arrivés à ça, mais très difficilement. Aujourd'hui, nous sommes encore incapables de nous asseoir sur une table et de nous mettre d'accord sur quelque chose concernant ce pays. Chacun pense à ses intérêts personnels. Comment vous voulez qu'on construise un pays dans un état, dans un comportement pareil? Si nous perdons ces gens de la transition, qui va venir? Nous sommes dans une histoire maintenant. Poussez-vous pour que je me mette à votre place. Mais on ne s'en sortira pas. Nous devons pouvoir trouver des solutions avec les personnes qui dirigent le pays, que ce soit les gens de la transition ou quelqu'un d'autre. Qui est à la tête, ce n'est pas ça le plus important. C'est pour cela que je suis d'accord avec la pensée qui dit nous devons construire notre pays et mettre des institutions aussi solides que même si le diable en vient à être président, il va faire ce qu'on demande. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. On ne peut plus continuer dans ça. Il faut que tu te pousses pour que je me mette. On ne va pas s'en sortir. Et on n'aura pas un pays avec ça. Quel que soit le diable qui soit là. Docteur Etienne Fakaba Sissoko, oui pour les revendications, mais en changeant de stratégie. C'est ce que recommande Mme Maï Niaré. Êtes-vous d'accord avec cela, docteur Etienne Fakaba Sissoko? Non, écoutez, construire notre pays, c'est améliorer les conditions de vie des travailleurs de ce pays-là. C'est la base, parce que c'est eux qui produisent, c'est eux qui gèrent. Donc, tant que ces gens vivront dans la précarité, aucune construction de pays ne se fera. Que cela soit très clair pour chacun de nous. Ensuite, lorsqu'on rappelle que nous sommes en situation de crise, comme si cette crise est venue de façon subite, ou comme si cette crise était récente. Depuis 2012, nous sommes dans cette crise, sinon bien avant. Il aurait fallu laisser toutes les revendications sociales
jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a la certitude aujourd'hui que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, que ces revendications, que cette situation politique difficile va changer? On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si les travailleurs ne réclament pas leurs droits, si les travailleurs n'exigent pas de l'État une meilleure condition de travail et de vie, c'est eux qui vont disparaître bientôt. Donc, je suis sensible, je comprends madame qui est une femme et qui sait ce que tout ça peut créer comme problème dans nos familles, dans notre État, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Il faut se dire que, nous n'avons pas la possibilité de surseoir aux revendications pour la simple raison que nous ne savons pas jusqu'à quand cette crise-là va finir. 2, cette crise, ces revendications-là ne sont pas toutes des revendications qui demandent forcément de la part de l'État à débourser de l'argent. Ce n'est pas de l'argent qui est à débourser. Des fois, c'est simplement des décisions politiques qu'il faut prendre. Souvent, c'est simplement des directives qu'il faut donner, etc., etc. Et souvent même, on peut se mettre d'accord sur quelque chose et différer l'application pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Mais tout cela se fait dans le cadre d'une vision globale. Ensuite, lorsque la transition... Est-ce que tout cela ne demande pas de l'argent? Non. Ce n'est pas toutes les revendications qui demandent de l'argent. Par exemple, lorsqu'on demande, par exemple, qu'il y ait des Wi-Fi, par exemple, dans les universités. Ça demande de l'argent, n'est-ce pas? L'installation, la consommation à long terme. J'arrive. Oui. Vous allez me dire que ça demande de l'argent pour l'installation et pour tout le reste. Sauf que vous oubliez que dans la même optique que nous avons, l'État a la possibilité de mettre un système en place qui ferait en sorte que l'université elle-même finance tout ce qu'il faut dans ce cadre-là. Mais les normes juridiques et réglementaires actuelles rendent difficile la passation de certains marchés. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ensuite, lorsque je veux rappeler à M. Guissé et à Madame que c'est le même État qui dit aujourd'hui qu'il est acculé à cause de la situation sécuritaire, de la situation politique difficile, qui a pourtant cédé sur la question des enseignants. Alors que des analystes avaient mis en garde que si jamais on cède sur les enseignants, on va céder sur les enseignants... Vous parlez des enseignants signataires du 15 octobre? Oui, sur l'article 39, les revendications autour de l'article 39. Que nous allons céder sur les magistrats, sur les autres corporations. Donc vous ne pouvez pas faire de la mise en œuvre sélective. Si vous décidez de surseoir à l'application de toutes les revendications, décidez cela. Mais ne faites pas pour certains corps et laissez d'autres corps, parce que ça ne fera que attiser les tensions. Oui, mais vous êtes économiste, docteur Etienne Fakaba Sissoko. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans ce contexte actuel, le Mali a les moyens financiers de satisfaire toutes ces revendications? Financière, non. Financière, non. Absolument pas. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de mettre les travailleurs d'accord dans le cadre d'un forum social. Parce que si ce forum social est organisé, nous allons sortir des revendications corporatistes. Parce que Madame l'a rappelé tout à l'heure, lorsqu'on va céder par exemple sur les revendications de l'UNTM, c'est la CSN qui va commencer, c'est les corps individuellement qui vont commencer également à revendiquer. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut mettre toutes les revendications ensemble et essayer d'harmoniser autant que soit peu. Et une fois cela admis par tous, nous allons maintenant voir dans quel mécanisme mettre ces réformes-là en place, mettre ces accords-là en place. Comme je l'ai dit, je suis de ceux qui pensent qu'il faut différer sur 5 ans, sur 10 ans même s'il le faut, la mise en œuvre des recommandations. Alors, on va parler de solutions et vous semblez tous les 4 être d'accord sur une chose, l'organisation d'une conférence sociale pour dialoguer autour de cette question. Mais comment ce dialogue devrait-il se faire? Parce qu'on a l'impression qu'au Mali, généralement, les dialogues qui sont organisés, les conclusions, les recommandations ne sont pas appliquées. C'est ce que estiment certains observateurs. Ah oui, mais bien sûr, vous savez, sur l'enseignement supérieur, il y a des revendications qui ont été
sorties au cours du dialogue. Et partout, il y a des revendications. Dans tous les secteurs de la fonction publique, il y a des recommandations. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'État n'est pas responsable. Et du début à la fin, nous n'oserons pas aller dans un autre sens que de dire que l'État n'est pas responsable. La loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex. Il faut simplement, Madame l'a dit dès le départ, nous avons toutes les conventions, nous avons toutes les lois, mais pourquoi leur mise en œuvre pose problème? C'est parce que justement, il n'existe pas un État responsable. Or, l'État est un régulateur des rapports sociaux. Mais sauf que dans le système marxiste, nous disons que si l'État et le droit sont des régulateurs des rapports sociaux, mais ils défendent les intérêts de qui? D'une classe économiquement dominante. Et ça, c'est justement tout le problème qui se pose. Nous avons une visée sur un certain nombre de catégories professionnelles que nous privilégions au détriment d'autres catégories socio-professionnelles et qui va tout le temps continuer à engendrer des frustrés. Et c'est là où Lénine disait que oui, la révolution ne survient que dans 2 ou 3 conditions. La première des conditions, c'est lorsque les dirigeants n'arrivent plus à diriger comme par le passé. Et c'est ce que nous avons vécu de 2012 à maintenant. Et c'est enfin également lorsque les dirigés ne veulent plus être dirigés comme par le passé. Et nous sommes dans cette situation. La situation révolutionnaire n'a jamais cessé d'exister. Au Mali, elle va être entretenue par ces mêmes frustrations et par ces gestions partiales. Oui, mais M. Guissé, vous proposez qu'une conférence sociale, dialogue social soit organisée par les autorités de la transition et vous estimez que cet État n'est pas responsable. Alors, qui va organiser ce dialogue? Justement, vous voyez, ce n'est plus la politique de Otto Jimime. Vous êtes là présentement, c'est vous qui devez assumer. Vous assumez vous-même. Et donc, je pense que oui, les autorités de transition peuvent s'assumer en mettant en place un certain nombre de mécanismes permettant effectivement ce dialogue social. Pour moi, le problème ne se pose pas ailleurs. Certes, la mise en application, comme le professeur Etienne venait de le dire, peut être différée. Ceci pour permettre effectivement à l'État de souffler, aux gens de voir plus clair l'ensemble de la faisabilité des revendications qui sont issues des revendications et ensemble, nous pouvons effectivement aplanir l'ensemble des difficultés pour aller vers un Mali social de paix et de sécurité. S'il a lieu, quels mécanismes doivent être mis en place pour que ce dialogue soit différent des autres? Alors, déjà, M. Touré, nous avons fait l'expérience du DENI, le dialogue national inclusif, qui a été un énorme succès. À l'époque, tout le monde sait le contexte dans lequel nous sommes partis au dialogue. Et les recommandations du dialogue avaient donné un groupe de soulagement à tout le peuple malien. Et on avait même connu une certaine stabilité relative à l'époque. Et tout d'un coup, lorsque les gens ont commencé à constater que le dialogue a été plutôt politisé, que d'être un véritable outil de régulation et de stabilité sociale, les tensions ont commencé à ressurgir. Alors, tout ça pour vous dire que le Mali n'a pas un problème de texte. Madame venait de le dire à l'introduction. On n'a pas un problème d'hommes capables de diriger en termes intellectuels. Mais nous avons un problème d'hommes capables de prendre les bonnes décisions au bon moment, quel que soit le niveau d'impopularité que cela va créer. On a besoin d'un leader de ce genre. Par rapport à la question du front social, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est indispensable, c'est l'organisation d'une conférence sociale. Mais comment? Avec quelle c'est très simple. Les acteurs sont identifiés. Il s'agit de toutes les corporations de la société, des classes, des corporations, des corps de métier, mais également de la population civile. Il s'agit des politiques. Alors, si tout le monde est d'accord, si on parvient à identifier les acteurs, il va maintenant dégager les choix sur les choix pour les domaines dans lesquels normalement ce dialogue devrait être organisé. Et cela se fait de manière concertée. Ça ne s'impose pas. Ça se fait de manière concertée en ce sens que c'est un problème national. C'est un problème vital. Donc, on ne peut pas rester dans les palais. Patience. Oui, je pense qu'à un certain moment aussi, le devoir patriotique nous incombe certaines obligations, notamment le devoir d'être patient. Parce que madame disait que chacun pense à sa poche. Hein? Oui, chacun pense à sa poche. Oui, je suis entièrement d'accord avec elle quand elle le dit, parce qu'on est arrivé à un moment où, parfois au Mali, il y a 2 tendances. Hein. Soit je le fais pour moi seul, ou soit je le fais contre l'intérêt des autres. Voici les deux valeurs qui déterminent aujourd'hui la plupart des Maliens. Chacun pense à soi-même. Alors, pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas eu d'État fort.
Il n'y a pas eu d'État fort, il n'y a pas eu d'homme providentiel capable de modifier les comportements, il n'y a pas eu de mesures fortes en termes de politique publique pour réorienter l'éducation, pour réorienter la conscience citoyenne. En ce moment, le Malien devient comme quelqu'un qui est perdu sur lui-même, parce que nous n'avons plus de repères. Ça, je ne cesse de le dire. Il faut retrouver nos repères sociétaux. Il faut répartir la citoyenneté malienne sur de nouvelles valeurs. C'est par là qu'on peut obtenir l'inclusivité de tous pour pouvoir adhérer et pour pouvoir aller ensemble vers le chemin du développement. Madame Niari, vous aurez la parole tout à l'heure. Madame Niari, un vrai débat avec les vrais acteurs autour de cette question pour résoudre cette grogne sociale, est-ce possible? C'est possible. C'est possible. Pourquoi je dis que c'est possible sans hésitation? C'est parce que nous n'avons même pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire après? Il n'y a pas d'argent. Nous ne pouvons que discuter. Et on aurait dû discuter depuis 10, 15, 20 ans que nous sommes en train de tergiverger, nous sommes en train de défendre nos intérêts nombrilistes. Si on s'était mis d'accord pour discuter, depuis longtemps, on aurait trouvé des solutions pour ces problèmes. Nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, soit nous allons nous asseoir sur une table de discussion pour discuter, soit nous allons tous mourir ensemble. C'est aussi triste, mais c'est comme ça. Soit nous sommes tous décidés à vivre ensemble et à discuter pour trouver un terrain d'entente, sinon, excusez-moi, nous allons tous mourir bêtement ensemble. Est-ce que vous pensez que ce sont les autorités de la transition qui doivent organiser, mener ce dialogue, puisqu'il y a un manque de confiance à travers vos différentes analyses, on perçoit un manque de confiance entre les acteurs? Exactement, mais ce sont les autorités, ce sont nos autorités pour le moment. Même s'ils ne sont pas partie prenante jusqu'au bout, ils doivent être des initiateurs, ils doivent anticiper sur la crise, ils doivent appeler les différentes parties, les mettre ensemble, définir des dates, définir des cadres, parce que le cahier de charges de la transition est très clair. Dans le cahier des charges de la transition, est-ce qu'il y a ces points de grève là? La résolution de ces points? Non. Ils n'ont que 18 mois, ces gens. Ils n'ont plus que 15 mois. Justement, en 18 mois, organiser les élections, les futures élections, remettre les bases concernant le domaine sécuritaire, moi, je pense la crise sanitaire. Moi, je pense qu'ils peuvent mettre une commission en place. Ils peuvent mettre une sous-commission en place, les donner un mandat, superviser et les laisser travailler. Vous savez, en cas voyant rien n'est impossible, on peut poser les jalons. Oui. Donc ce sont ces prémices-là que nous devons mettre en place. Je vous dis, il faut qu'on y aille. Sincérité, le véritable problème qui s'est posé, c'est le problème de la refondation de l'État. Mais pourquoi on n'est pas en train d'aller vers ça? Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les intellectuels ne manquent pas dans ce pays, les analystes ne manquent pas dans ce pays, les grands économistes ne manquent pas dans ce pays. Est-ce la patience qui manque dans ce pays? Mais justement, cette patience, c'est parce qu'il n'y a pas de langage de vérité. Si on tenait un langage de vérité vis-à-vis des Maliens, ils allaient tout comprendre, tout voir et comprendre que ceci est possible, cela ne l'est pas. Et donc, à partir de là, les velléités de revendication allaient être tempérées et nous allons véritablement vers un dialogue apaisé. La médiation, c'est un peu ça aussi. La médiation a pour rôle, effectivement, d'apaiser, de socialiser et de mettre à plat l'ensemble des problèmes, mais leur discussion devait permettre effectivement d'aboutir à quelque chose de très concret. Docteur Etienne Fakaba Sissoko, un dialogue social, comment et avec qui? Un dialogue social avec les acteurs surtout, avec les acteurs concernés, avec l'État. Mais lorsque vous avez un État qui envoie des chargés de mission pour négocier avec des centrales syndicales, vous voyez qu'il n'y a pas la bonne foi, il n'y a pas cette envie de sortir de cette crise. Et derrière, comme... Mais ils sont chargés de mission, non, docteur Etienne Fakaba Sissoko? Comment? Ils sont chargés de mission, non? Oui, mais je parle des chargés de mission de cabinet ministériel qui vont négocier au nom de l'État et qui viennent de débarquer, qui ne savent même pas ce qui se trouve réellement dans le dossier. C'est des revendications qui ont une histoire, qui ont un vécu. Et il faut des mémoires de l'État pour justement fermer tous les contours de ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, l'alternative, elle est la seule et l'unique, c'est d'organiser avec les syndicats, avec l'État et surtout avec toutes les personnes de bonne volonté aujourd'hui qui peuvent suivre la mise en œuvre pas à pas jusqu'à ce que les conditions de vie des travailleurs soient enfin améliorées. Et le temps nous fait défaut, on aura d'autres occasions pour aborder cette question, s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Merci à nos 4 invités. Bassirou Bendoumbia, président de Considère Mali, Madame Bangineza Maïniare de la société civile, Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale CRAPES au téléphone, et Mamadou Guissé,
Guissé, juriste professeur à l'université, Dr Mamadou Guissé, juriste professeur à l'université de Bamako. À la régie vidéo et audio, il y avait Mamadou Ouattara et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri.